D'accord, tout le monde, je suis désolée d'être en retard aujourd'hui. Il y avait tellement de choses que je voulais aborder pour notre dernière émission avant que nous ne soyons hors antenne la semaine prochaine en préparation de notre série limitée sur Erika Kirk. Nous avons reçu un grand nombre d'emails parce que Baron Coleman a eu un épisode un peu viral concernant une relation apparemment étrange qu'Erika entretenait avec une fille de 15 ans à l'époque nommée Jillian. Erika avait 25 ans à ce moment-là. Et elles ont développé une relation que certaines personnes considèrent comme une forme de manipulation ou de prédation. Maintenant, Baron Coleman a été très clair. Il a donné des instructions précises à ses spectateurs de ne pas contacter Jillian, qui est maintenant adulte, à propos de cette situation. Et pour une raison quelconque, je n'ai pas réussi à suivre ces instructions simples. Je l'ai contactée immédiatement. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Mais j'ai eu une excellente conversation avec elle au sujet de sa relation avec Erika. Alors, bienvenue à nouveau dans Candace. D'accord. Un grand merci à Nimi Skincare qui sponsorise l'épisode d'aujourd'hui. C'est ma seule marque de soins régulière, la base de ma routine. La peau souffre beaucoup en hiver et le dessèchement accentue les ridules. Retrouvez-les sur nimiskincare.com avec mon code CANDICE10 pour 10% de réduction sur votre commande. Bon, alors aujourd'hui, évidemment, comme je l'ai dit, c'est notre dernier épisode avant de prendre une semaine de pause, le temps de tout préparer pour notre série sur Erika Kirk. Série biographique, titre provisoire, Fatal Attraction. Je plaisante. Ou peut-être que je plaisante, on ne sait pas. En parlant de Fatal Attraction, il y a quelque chose qui fait le tour des réseaux sociaux grâce, avant tout, à une YouTubeuse du nom de Nissy. Donc tout le mérite revient à Nissy. Et puis, bien sûr, Baron Coleman s'en est emparé. J'adore ça. On met toutes nos informations en commun. Et nous y voilà. Il s'agit de cette relation qu'Erika a eue, apparemment. Sur les réseaux sociaux, une grande partie s'est déroulée en ligne. Et je vais en fait passer la parole à Nissy ici, qui va vous expliquer tout ça. Et pour vous donner un peu de contexte, on est en 2013. Erika vient donc de terminer son année en tant que Miss Arizona. Et elle a 25 ans en même temps qu'Erika. Et maintenant, vous allez découvrir comment elle a rencontré Jillian. Écoutez, de retour dans... En 2013, Erika avait 25 ans et elle était en couple avec un joueur de basketball nommé Joshua Harrelson. À l'époque, il vivait dans le Michigan et Erika a déménagé là-bas pour être avec lui. Le soir du 15 septembre 2013, Joshua Harrelson et Erika ont rencontré une fille de 15 ans nommée Jillian Falcon. Et je le sais parce que Jillian l'a tweeté. À 15h53, Jillian a tweeté qu'elle était sortie manger des sushis avec son amie et 2 heures plus tard, elle a tweeté « Je viens de rencontrer Miss Arizona et Josh Harrelson ». Emoji yeux en cœur. Maintenant, je ne sais pas si Jillian est tombée par hasard sur Erika et Joshua ou si elles ont été présentées. Ce que je sais, c'est que Jillian avait une amie dont les grands-parents louaient une maison à Erika dans le Michigan. Donc, je ne suis pas tout à fait sûre que toutes ces personnes se soient simplement croisées par hasard au restaurant de sushi, ou si elles ont été présentées officiellement. Mais malgré tout, elles se sont rencontrées et Erika a entamé ce que je considère comme une relation très étrange avec la jeune fille de 15 ans nommée Jillian. Je peux donc aider à clarifier. Je peux développer là-dessus. Comme je l'ai dit, j'ai parlé avec Jillian et cette information, une partie de cette information est très exacte. Il s'agissait du paiement du loyer et c'est ainsi que Jillian rencontre Erika Kirk. Elle ouvre la porte. Elle vit probablement avec son petit ami ou lui rend visite à ce moment-là et elle voit Erika Kirk et elle se dit « Oh mon Dieu, cette fille ». Cette fille de 25 ans est tellement belle et Erika est extrêmement gentille avec elle et elles commencent à discuter. Et d'une manière ou d'une autre, et Jillian ne se souvient pas comment cela s'est passé, d'une façon ou d'une autre, pendant cet arrangement de loyer, Erika et elle échangent leurs numéros, d'accord? Ce qui se passe ensuite, c'est qu'elles commencent à s'envoyer des messages, à entretenir une relation par texto et à échanger sur les réseaux sociaux. Elle commente les publications de l'autre lorsque d'autres personnes publient. Et au début, cela semble tout à fait normal. Je suppose que la conversation reste polie.
Peut-être quelque chose que l'on pourrait s'attendre à voir entre une personne ayant une certaine notoriété ou célébrité et l'un de ses fans sur les réseaux sociaux. Mais ensuite, cela s'intensifie, tout comme Nissé l'indique, cela s'intensifie. Et je vais vous laisser l'écouter expliquer ce qui se passe ensuite. Et j'aimerais également, encore une fois, insister sur ce fait. Cette fille, Jillian, a 15 ans et Erika en a 25. Il convient de mentionner qu'à ce moment de sa biographie, Erika travaille aussi avec des associations de lutte contre la traite des êtres humains à des fins sexuelles. C'est l'année où elle dit s'être engagée auprès d'une association contre la traite des êtres humains en Chine. J'aurai plus d'informations à ce sujet pour vous la semaine prochaine, mais je te laisse la parole, Nissi. Le 13 février 2014, Jillian a répondu à l'un des tweets d'Erika en disant « Erika Franz Viet, magnifique comme toujours ». Quelques heures plus tard, elle a ensuite tweeté « Pourquoi Erika Franz Viet vient-elle de m'envoyer ça ?» Emoji Kirin, et il y a une photo qui dit « Pour la Saint-Valentin, je vais te toucher les fesses. Equals are… » Jillian a publié ce tweet le 6 mars 2014. Alors, Erika dit « Laisse-moi t'appeler. Attends chérie, donne-moi du sexe. » Ouah. Et puis Jillian dit « OK » et ajoute des emojis qui rient. Erika dit alors « Sec ». Du sexe aussi, mais pas avec toi, lol. Putain de merde, emoji rire. Tu me fais toujours rire. Je ne suis pas encore acquis à l'autre camp. Le 13 mars 2014, Jillian a partagé une autre capture d'écran de ses messages avec Erika. Erika dit « J'ai oublié de te dire, hydrate-toi ce soir. Pas d'alcool et ne mange pas trop d'aliments salés. Tu ne veux pas avoir l'air gonflé. » Jillian répond alors « Merci. » Erika dit « Pas d'alcool. » Sérieusement, Erika? Reconnaissance de l'âge, espèce de crétine. Apparemment, je n'ai pas encore pris mon café. C'est quoi ce délire, Erika? Emoji qui rit. Bon, sur cette bouchée, ... note, fichu Siri. Allez, hashtag la galère. Qu'est-ce que tu essayes de dire, emoji qui rit? Crache le morceau, espèce de crétine. Le matin du 26 mars 2014, Jillian a tweeté « Je veux juste être la Woman Crush Wednesday de quelqu'un. C'est trop demandé? » Ce soir-là, elle tweet ensuite « Merci à Erika Franzvi d'avoir illuminé toute ma semaine. » Et elle partage cette photo, et la photo montre un nain de jardin avec écrit « Je veux être dans ton jardin secret ». Tu vois ce que je veux dire? Le 3 avril 2014, Jillian a tweeté cette photo en disant « Ce bouffon me manque ». Quelques minutes plus tard, elle a tweeté « Est-ce qu'Erika vient de m'envoyer un texto? Hashtag pas de nouveaux amis? Oh putain, je peux pas. » Quelques jours plus tard, le 5 avril 2014, Jillian a publié ce tweet. Recevoir ça par la poste de la part d'Erika Franzvi. Et sur la photo, il y a une boîte rouge de fraises enrobée de chocolat et d'autres desserts au chocolat. Et la carte sur la photo dit ceci. « Joyeux 16 ans, belle fille. Reste forte dans la foi et sache que tu es aimée. Mais surtout, n'oublie jamais que tu es parfaite et incroyable telle que tu es. Je suis tellement fière de toi. Aujourd'hui est le premier jour d'un nouveau voyage de 365 jours autour du soleil. Profite du voyage, ma belle. Je t'aime. » Et le 7 juin 2014, Jillian a partagé ce tweet. C'est sûrement le compliment le plus sincère que j'ai jamais reçu. Et elle a joint une capture d'écran de sa conversation avec Erika. Alors Jillian dit « Merci. » Erika dit « Tu as les traits les plus magnifiques. » Jillian dit « Meilleur compliment de tous les temps. » Erika dit « Tes yeux, tes lèvres, ta peau, tu es absolument magnifique. » Jillian répond avec l'emoji qui pleure « Tu me fais pleurer. » En février 2014, Jillian est partie en voyage familial à Porto Rico et Erika aimait et commentait ses publications Instagram. Alors Jillian a posté cette photo de la plage et Erika dit « Incroyable, magnifique. » Et puis Jillian répond « C'est de loin ma photo préférée que j'ai prise. Ma mère veut l'agrandir chez Erika Franzvi. » Erika répond « Je comprends pourquoi, ma belle. » Jillian répond « Tellement parfaite chez Erika Franzvi. » Erika répond alors « oui, je sais que tu l'es. » Je vais juste enchaîner avec un petit moment de silence. Je souhaite simplement que nous y réfléchissions tous. Réfléchissons-y sérieusement pour ceux qui vont tenter de l'expliquer. Les personnes qui expliquent tout à Erika vont dire « Ce n'est pas bizarre. » Non. Quoi? Vous n'avez jamais été une personne de 25 ans envoyant des fraises enrobées de chocolat à un adolescent de 15 ans? Ce n'est pas bizarre? Vous êtes tous des haineux. Oh, allez,
Tu n'as jamais, à 25 ans, décidé d'envoyer un message à un adolescent de 15 ans à propos de ses lèvres, de sa peau et de combien il est parfait. Tu n'as jamais décidé de lui écrire quand il a posté une photo avec quelqu'un de son âge en disant « pas de nouveaux amis ». C'est presque possessif. Évidemment, tout ça n'est qu'une blague ou quelque chose comme ça. Au fait, juste en général, pour revenir à la façon dont ils se sont rencontrés, j'essaie de rationaliser dans ma tête. Dans quel scénario, si un adolescent de 15 ans se présentait à ta porte, échangerais-tu ton numéro avec lui? J'essaie vraiment de comprendre ça. Peut-être s'il était avec ses parents et que, par exemple, les parents disaient qu'il cherchait un travail. Genre, je ne sais pas, si tu as besoin d'une babysitter. Vous voulez sortir dîner pendant quelques heures, ce genre de choses, peut-être. Je prendrais sûrement le numéro des parents. En fait, je n'arrive pas à l'expliquer. Je lance ça comme ça, car le chat est souvent plus créatif que moi. Ils diront que c'est tout à fait normal d'échanger son numéro avec des ados de 15 ans, puis de rester en contact avec eux. Ou bien tu commentes en faisant des blagues lesbiennes. Je ne joue pas encore dans cette équipe-là. Est-ce approprié de dire ça à une fille de 15 ans quand tu en as 25? Sérieusement, où suis-je? Où sont mes Eric Explainers dans le chat? Je veux entendre vos avis. C'est une époque incroyable. Tout le monde explique Jeffrey Epstein et tous ses amis. Vas-y, fais-le. Je pense que c'est bien. Vas-y, je veux entendre vos avis. Il y a tellement de choses qui me dérangent là-dedans. Mais encore une fois, au début, je me disais, tout est bizarre ici. C'est mon intuition naturelle. Je ne voulais pas extrapoler et tirer des conclusions hâtives avant d'avoir parlé avec Jillian. Au cas où ce serait simplement mon ressenti personnel, acquis par l'expérience. Tout ce qui concerne le passé d'Erika, peut-être mes propres impressions sur Erika, pourrait fausser mon jugement. Peut-être qu'il y avait une explication parfaitement raisonnable à ce genre de relation. Peut-être qu'elle est vraiment une personne aussi incroyable à seulement 25 ans. Une chrétienne aussi forte et fidèle qu'elle veuille qu'une fille de 15 ans se sente sexy ou quelque chose comme ça. Je veux aussi préciser que cette adolescente de 15 ans en particulier, à ce stade, d'après les tweets de Jillian, ce que nous savons, c'est qu'elle n'a pas de père dans sa vie. D'accord. Elle a tweeté cela en juin 2014. Je n'ai pas vu mon père depuis plus de 2 ans. Je souligne cela car Charlie Kirk et moi avons souvent voyagé ensemble en parlant de l'absence du père. Et comment ces adolescents et ces enfants deviennent instantanément plus vulnérables à de nombreuses choses, comme s'impliquer dans de mauvais réseaux, des activités criminelles. Il faut un père à la maison. Donc, je trouve simplement intéressant que ce soit un fait important à connaître à propos de cette fille à ce moment-là. Peut-être que son père est revenu dans sa vie depuis, je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé, mais je vous l'ai dit, je l'ai appelé. J'ai immédiatement pris contact parce que parfois, je n'arrive tout simplement pas à suivre les instructions correctement et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, 10 ans après la situation. Et elle a répondu exactement comme on pourrait s'y attendre. Elle a dit qu'à l'époque, à 15 ans, elle était éblouie par cette personne incroyablement belle. Plus âgée, semi-célèbre, qui lui accordait toute cette attention. Et pour être clair, je comprends parfaitement cette position et cette expérience en tant que jeune fille, évidemment. J'ai fait le lien avec ce que je ressentais. Je crois que je vous ai déjà parlé de Christina Aguilera quand elle a fait ses débuts. Et puis, j'étais obsédée par elle quand j'avais 13 ou 14 ans. Ma mère m'a punie pour mon obsession pour Christina Aguilera. À ce moment-là, peut-être qu'elle n'aurait pas dû me punir pour idolâtrie. Mais à ce moment-là de ma vie, je rentrais en courant à la maison pour regarder TRL parce qu'il fallait absolument que je vérifie qu'elle était numéro 1. Si Christina Aguilera m'avait alors accordé plein d'attention, j'aurais été là, « Oh, je n'arrive même pas à y croire. Christina Aguilera me porte de l'attention. » Elle aurait probablement pu me manipuler pour faire plein de choses parce que mon cerveau n'aurait pas été assez développé. Ce sont des émotions et une passion normale chez les préadolescents et les jeunes adolescents. Et c'est précisément, si vous suivez mon travail, ce qui a toujours été mon plus grand reproche envers Taylor Swift. Même si j'aime sa musique, c'est parce que je trouve qu'elle exploite la puissance de cette émotion d'adolescent. Pour conclure des affaires. Pourtant, elle a 36 ans. Bref, je m'égare, c'est ça, le fond du problème. On sait qu'ils sont réactifs, qu'ils sont émotionnels et que ses fans seraient-ils prêts à tuer quelqu'un s'il le fallait? Non. Mais comme on dit toujours, l'après-coup est toujours plus clair. Et aujourd'hui, Jillian a 27 ans.
et elle se rend pleinement compte à quel point tout cela était vraiment étrange et à quel point c'est toujours aussi bizarre. Et elle y repense et se demande de quoi s'agissait-il exactement? À quoi Erika utilisait-elle exactement ses émotions d'adolescente? Pourquoi continue-t-elle de lui dire qu'elle est belle, qu'elle a des lèvres parfaites? Pourquoi cette femme de 25 ans, qui n'est même pas du Michigan, s'intéresse-t-elle à ce dialogue avec elle? Et quelque chose qu'elle souligne, c'est que j'étais avec mon amie quand je l'ai rencontrée, mais elle n'a jamais eu ce genre de relation avec Cheyenne. Cheyenne est mentionné ailleurs dans cette vidéo. Pourquoi était-ce particulièrement Jillian qui l'intéressait? Et, curieusement, écoutez bien, elle me dit qu'elle et Erika ne se sont en fait jamais revues en personne après cette première rencontre. Donc, c'était censé être uniquement une relation électronique, platonique, où Erika lui disait même des choses comme ça sur Instagram. Jillian, cette bombe à côté de la voiture, elle parle bien de Jillian. Juste pour que ce soit clair, elle fait référence à Jillian à côté d'une voiture en la qualifiant de bombe. Encore une fois, si c'était deux adolescents de 15 ans qui se parlaient, je trouverais ça tout à fait normal. En fait, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec l'analyse de Nice ailleurs dans la vidéo. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un homme de 25 ans qui parle d'une fille de 15 ans. Que se passerait-il? Qu'est-ce que vous penseriez? Et encore une fois, Erika ne l'a en réalité pas fréquenté au-delà de ça. Alors, quel était exactement son objectif déclaré? Eh bien, je peux au moins vous dire de quoi parlait ce dernier échange de textos étranges. Celui où Erika lui dit de ne pas boire et de rentrer son ventre ce soir, peu importe où elles vont ce soir. Les gens supposent qu'elles sont allées quelque part ensemble, mais non. Cet échange fait en réalité référence au fait qu'Erika a ensuite envoyé cette fille de 15 ans se faire prendre en photo. C'est insensé. Elle a envoyé cette fille de 15 ans se faire photographier. Elle l'aide parce qu'elle est tout simplement si belle pour peut-être se lancer dans le mannequinat. C'est du moins ainsi qu'elle le lui a présenté. Donc, après lui avoir dit à quel point ses lèvres étaient parfaites, elle l'a ensuite mise en contact avec un photographe, un ami d'Erika. Erika, dit-elle, a tout organisé. Cette personne qu'elle n'avait rencontrée qu'une seule fois, puis après peut-être l'avoir couverte de compliments, comme on dit, l'envoie ensuite rencontrer ce photographe masculin. Et Jillian a dit que ce photographe était plutôt louche. Elle essaye de se souvenir de son nom. Elle dit qu'elle se souvient que ça commençait par un R et qu'il était plutôt petit, un peu rond. Et oui, je dirais que oui. Jillian, c'est vraiment louche. Tout photographe qui prend des photos d'une fille de 15 ans sans le consentement de ses parents est un pervers. Trouvez-moi. Je cherche à savoir et à découvrir qui était cette personne. Et je dirais aussi, de la même manière que toute personne qui organise une séance photo d'une fille de 15 ans sans l'autorisation explicite de sa mère est un vrai pervers. Donc, Erika, avoir fait ça, c'est complètement et totalement malsain. C'est malsain. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. N'allez pas dire que cela a du sens, peu importe le contexte. Ça n'a aucun sens. J'ai demandé si elle avait parlé à ta mère. Elle a dit que non, jamais. C'était au téléphone. Sa mère pense sûrement qu'elle est sur Instagram à discuter, sans se douter de ce qui se passe. Alors, à quoi tout cela ressemble-t-il? Pour moi, ça ressemble au pire cauchemar des parents. Votre enfant a un téléphone. Il se crée des comptes sur les réseaux sociaux. Il se fait des amis sur Internet. Et la prochaine chose que vous découvrez, c'est qu'il y a un homme, la nuit, si l'on en croit le message d'Erika, qui prend des photos d'eux. Alors, je vais poser la question évidente ici. Combien de fumée faut-il avant qu'on soit autorisé à confirmer qu'il semble bien y avoir un feu? Parce que tout dans l'histoire d'Erika Kirk, que nous allons examiner plus en détail, vous présenter dans les semaines à venir, a un lien avec des scandales de trafic d'enfants et une proximité avec des associations caritatives, ainsi qu'une implication dans des associations qui ont connu des scandales de trafic et d'abus, parfois une proximité littérale d'ailleurs, comme je crois que j'ai déjà mentionné cela, le siège de Turning Point USA, c'est incroyable, peut-être que je ne l'ai pas dit, il est presque directement en face de l'endroit numéro 1 pour le trafic d'êtres humains et d'enfants en Arizona. Un endroit appelé Arizona Mills. Si vous êtes en Arizona, tout le monde dit « Oh oui, je vois ce que c'est ». Tout le monde connaît Arizona Mills.
Qui a choisi cet emplacement pour une organisation d'activistes étudiants? Qui était l'agent immobilier sur cette affaire? Quand un bon agent arrive, on demande « C'est un bon endroit ?» Il répondrait « Oui ». Tu ne veux pas être près d'Arizona Mills, ce n'est pas un super endroit pour une organisation d'activistes étudiants. Est-ce que Erika était l'agent immobilier? Et en fait, je sais qui l'a choisi personnellement. J'étais là à ce moment-là, c'était Tyler Boyer. Il se dit fier d'être arizonien de 5e génération, je crois. Il a grandi dans la région de Chandler-Gilbert, juste à côté, donc je vais supposer qu'il connaissait la réputation d'Arizona Mills. Tracy Martin, la meilleure amie d'Erika. Elle a aussi été impliquée dans des œuvres caritatives pour les victimes de trafic via Dream City Church, dont nous vous avons parlé. Et en fait, ça a du sens parce que Dream City Church gère le Phoenix Dream Center. Selon son site web, le Phoenix Dream Center est un centre qui offre des services de réadaptation résidentielle, d'hébergement et de soins aux victimes de la traite des êtres humains. Waouh, tout le monde est formidable. C'est incroyable. Il ne se lasse jamais d'essayer d'aider ces victimes de la traite des êtres humains. Il est indiqué qu'ils offrent des logements abordables aux hommes et aux femmes en réinsertion après avoir été victimes de traite. Ils leur donnent à manger. Ils leur donnent des vêtements. Rien à voir, c'est une œuvre de charité. On ne peut contester une œuvre de charité comme Turning Point USA. Stacey Sheridan, l'actrice jouant la mère d'Erika Kirk, a travaillé sous Kenneth Starr, proche de Jeffrey Epstein, à l'université Pepperdine. D'ailleurs, je ne trouve aucune trace d'elle à l'université Pepperdine, à part sur son CV, où elle affirme y avoir travaillé pendant 8 ans. Dans le bureau de Kenneth Starr, mais le fait est que, pendant presque une décennie, elle a travaillé pour Kenneth Starr exactement à la même période où il collaborait avec Jeffrey Epstein. D'accord. Mais Stacey Sheridan n'est pas la vraie mère d'Erika. Lori est la véritable mère d'Erika. Nous vous avions parlé de cette entreprise technologique Desert Spirit qu'elle dirigeait. Lori dirigeait cela sur une réserve amérindienne. Et alors là, nous avons reçu énormément d'emails à propos, vous l'avez deviné, du nombre élevé d'enfants et de jeunes filles victimes de trafic, depuis cette réserve spécifique où le bureau n'est pas situé. Parce que quelqu'un s'est rendu sur place et a dit que cette adresse n'existe pas. Mais tout cela, d'ailleurs, nous en parlerons dans les semaines à venir. À court terme, nous pouvons confirmer que tout cela ne doit être qu'une malheureuse coïncidence, n'est-ce pas? Tout cela. D'ailleurs, tu es un monstre rien que d'avoir remarqué cela, d'avoir remarqué ce motif. Tu es un monstre de te demander si Charlie a lui aussi fini par remarquer ce motif, parce que qu'est-ce qui s'est exactement passé la nuit avant sa mort? Pourquoi Erika était-elle aussi étrange à l'idée de fournir un alibi crédible pour sa localisation le 8 septembre? Pourquoi personne ne l'a-t-il vue alors que quelqu'un d'autre pense l'avoir vue à Fort Huachuca? En parlant du 8 septembre, d'ailleurs, c'est aussi une date importante à signaler. Je trouve ça un peu étrange, mais c'est un fait qu'Erika a choisi cette date en particulier pour rompre son long silence sur Twitter. Le savais-tu, Erika? Elle n'avait pas écrit de tweet depuis 2023, n'est-ce pas? Elle avait retweeté quelques trucs. Qui sait si quelqu'un l'a fait à sa place, mais elle-même n'avait pas écrit de tweet. Soudainement, 48 heures avant la mort de Charlie, le 8 septembre, à 10h49 du matin, heure de l'Arizona, elle décide de rompre ce silence avec ce tweet. Écriture Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas le résultat des œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, d'accord? Et soudain, elle était lancée. Elle a ensuite tweeté de nouveau le 9 septembre, à 9h44 du matin, heure locale. Elle a tweeté « Oh, goûtez et voyez que le Seigneur est bon, heureux l'homme qui trouve refuge en lui. » Et puis encore, le jour où Charlie est assassiné, à 9h45 du matin, heure de l'Arizona, ce qui fait 1h30 avant qu'il ne soit tué, Erika tweet « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours toujours présent dans la détresse. » Les gens réagissent comme « Wow, je n'arrive pas à y croire. » Cette femme pieuse a justement tweeté cela juste avant que son mari ne soit assassiné. Comme je disais, t'es un monstre d'avoir vu ça. Si tu crois qu'elle voulait soudainement rompre son silence sur Twitter. Et elle est très
Comme on peut le voir, elle est dévouée au Seigneur. Chaque phrase qui sort de sa bouche parle de Dieu. Alors comment pourrais-tu remettre ça en question, n'est-ce pas? Bref, avant que nous ne soyons hors antenne pour la semaine prochaine, je veux être minutieuse et, encore une fois, lancer un APB pour certaines informations. Donc, quelques points avant que nous abordions ce que nous recherchons comme autres informations sur CandiceOwens.com. La raison pour laquelle Jillian me parle, c'est parce qu'elle demande aux gens d'arrêter de lui envoyer des messages. Elle ne veut pas que toutes ces personnes lui écrivent. Elle dit être déjà en contact avec toi. On essaye de clarifier. Nous essayons de découvrir qui était ce photographe qui a pris des photos d'elle. On s'en occupe. On est sur l'affaire. Donc, vous n'avez plus besoin de glisser dans ses DM ou de la traquer. Je m'occupe entièrement de cela et j'aurai, je pense, plus d'informations pour vous dans la semaine à venir. Et maintenant, concernant ce que nous recherchons, veuillez envoyer un email à moretipsy@candiceowens.com. Encore une fois, les gars, nous sommes une toute petite équipe, donc j'apprécie les emails du genre « Avez-vous vu ceci? Vous avez vu ça? Merci de ne plus envoyer ces messages. Taguez-nous sur TikTok ou montrez-nous vos contenus. Évitez de saturer nos mails avec « Évitez, regardez ceci » ou de l'aléatoire. Nous voulons vraiment utiliser cette adresse pour obtenir des informations ou des réponses aux questions que nous posons dans cette émission. Et voici les questions pour lesquelles nous cherchons encore des réponses. Premièrement, qui était la personne qu'Erika connaissait et qui était présente lors de la fusillade de masse au cinéma Batman dans le Colorado? Ce cinéma, souvenez-vous, c'est arrivé lors de la sortie du film Batman dans le Colorado. Erika a tweeté en disant qu'elle connaissait quelqu'un qui se trouvait dans ce cinéma. Est-ce que quelqu'un sait de qui il s'agit? Est-ce que quelqu'un a eu d'autres informations? Existe-t-il une interview où elle en parle plus en détail? J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Deuxièmement, est-ce que quelqu'un connaît ou se souvient d'Erika France V de l'Ohio? En faisant sa biographie, c'est presque comme si elle apparaissait soudainement pendant ses années de lycée en Arizona. L'histoire, c'est qu'elle vient de l'Ohio jusqu'à ce qu'elle entre au lycée. Qui a été au collège avec Erika dans l'Ohio? Si c'est vous, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Plus d'astuces sur CandiceOwens.com. Avez-vous été à l'école primaire avec Erika? Si c'est le cas, nous aimerions vous entendre. Vous, à Cincinnati, Ohio, vérifiez vos albums de fin d'année, s'il vous plaît. Peut-être que vous ne saviez pas que c'était elle parce que ça remonte à longtemps. Merci de nous envoyer un email. Et aussi, est-ce que quelqu'un se souvient d'elle à Loyola Marymount? C'est aussi la même école que Stacy Sheridan a fréquentée. Et les personnes qui étaient dans la même année qu'elle disent « Je ne me souviens pas d'elle ». Nous n'avons pas eu une seule personne qui soit venue dire qu'elle se souvenait d'elle, malgré le fait qu'elle soit mentionnée dans un programme. Je cherche quelqu'un qui dise « Oui, j'ai suivi un cours avec elle. À ce moment-là, elle était déjà adulte. » Vous vous en souviendriez, je l'ai fréquentée. Je ne sais pas si vous étiez avec elle à Loyola Marymount, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Et encore une fois, nous demanderons plus d'informations, juste pour être sûr de tout vérifier, même si je pense que nous avons les informations dont nous avons besoin. Si vous avez la moindre information concernant la localisation d'Erika Kirk, le 8 septembre, lorsqu'elle a rompu son silence sur Twitter, le 9 ou le 10, lorsque Charlie a été assassiné. Parce que selon l'histoire, les employés de Turning Point ont été informés qu'elle avait reçu. Elle a appris la nouvelle alors qu'elle était avec sa mère, puis elle est rentrée chez elle toute seule. Jusqu'à présent, personne là où elle habite ne se souvient avoir vu Erika, mais apparemment, elle a rencontré Stacy, Sheridan et quelques autres personnes. Puis ils sont allés ensemble à l'aéroport. C'est un meurtre majeur. Le monde entier l'aurait traqué, surtout ceux qui connaissaient Charlie Kirk. Ses voisins ont dit qu'ils le connaissaient, lui, sa femme et ses enfants. Et jusqu'à présent, personne ne se souvient avoir vu Erika Kirk le 10. Peut-être que vous travaillez à l'aéroport et que vous l'avez vu embarquer. Cela aurait du sens. Oui, il se trouve que je travaille au terminal et je les ai tous vus courir à l'intérieur, l'air paniqué, à Scottsdale. J'aimerais essayer de confirmer cette histoire du 10 septembre. On fait une pause et on se retrouve juste après. Les amis, Nimi Skincare est la seule marque que j'utilise avec régularité. C'est ma base de confiance pour ma routine quotidienne. L'anti-âge n'est pas qu'une question de puissance ou de tendance, car vieillir ne se fait pas du jour au lendemain. Il se produit lentement, au fil du temps, lorsque votre peau perd son soutien, sa protection et sa régularité. C'est pourquoi la routine anti-âge Nimi est le meilleur choix durable. Elle cible les causes du vieillissement
plutôt que des solutions éphémères. Utilisant vitamine C, peptides et rétinol, ces actifs agissent en synergie. Elles soutiennent, protègent et régénèrent votre peau jour et nuit. Et tout aussi important, c'est simple. Retrouvez Nimi sur nimiskincare.com. Utilisez mon code Candice10 à la caisse pour avoir 10% de remise en plus sur votre commande. C'est nimiskincare.com, code promo Candice10. PDS Debt aide à gérer vos dettes de carte, prêts ou frais médicaux avec des solutions sur mesure. Ils analysent votre situation pour créer un plan d'endettement personnalisé adapté à vos besoins. Aucun score de crédit minimum n'est requis. Ils vous aident à économiser, rembourser vos dettes plus vite et garder votre argent. PDS Debt est noté A+ par le BBB avec des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et Trustpilot. PDS a libéré des milliers de personnes de l'endettement. Chaque mois d'attente augmente vos frais et intérêts. Reprenez le contrôle de vos dettes dès maintenant. Agissez en 30 secondes. Obtenez votre évaluation personnalisée gratuite et la meilleure option pour vous sur pdsdebt.com/Candace. Encore une fois, c'est pdsdebt.com/Candace. Bon, les amis. Alors, pour un autre élément à ajouter dans le bocal, Candace Owens avait raison alors qu'on disait que j'étais folle. Je vous le dis, je suis très rapide avec les puzzles. Je n'ai pas énormément de points forts dans d'autres domaines. Je dirais probablement que la géographie n'est pas mon plus grand atout, mais assembler des puzzles et repérer les anomalies, j'ai toujours été très douée pour ça. Et tout de suite, j'ai dit qu'il y avait beaucoup trop de mecs qui portaient des chemises bordeaux. Et c'est du bon sens. Si vous allez organiser une opération militaire, ce que je crois avoir été le cas le 10 septembre, évidemment. Une opération militaire, pour ceux d'entre nous qui sont censés, il faut savoir qui sont vos gars. Donc oui, il va y avoir certaines personnes qui portent certaines couleurs, certains chapeaux, et il disait, c'est fou. Non, il y a vraiment autant d'hommes qui aiment le bordeaux. Et moi, je me disais, j'ai l'impression qu'il y a une couleur du jour ici. Et tous ceux qui portent du bordeaux sont impliqués. Eh bien, devinez quoi? Les documents Epstein sont sortis et il y avait une mention des couleurs militaires du jour. Un TikToker est devenu viral en parlant. Écoutez ça. Si vous ne le savez pas, lors de l'assassinat de Charlie Kirk, il y avait un nombre important de jeunes hommes portant des chemises bordeaux. À l'origine, Candace Owens a été la première à le signaler et tout le monde l'a traitée de folle. Cependant, j'ai trouvé la preuve qu'elle avait raison. Donc après qu'elle a fait cette déclaration, beaucoup de gens l'ont traitée de folle. Mais il y avait aussi pas mal de personnes issues de l'armée qui disaient que c'était tout à fait quelque chose que l'armée fait lors d'opérations secrètes dans des lieux publics. Ils choisissent une couleur du jour. Alors j'ai commencé à réfléchir, n'est-ce pas? Je me suis dit, et si je cherchais dans les dossiers du DOJ le terme couleur du jour? Et devinez quoi? Je trouve 40 résultats de différents briefings du FBI parlant d'une couleur du jour. Et chacun d'entre eux est non expurgé. Vous pouvez voir quelle était la couleur du jour pour ce jour-là, pour n'importe quelle opération militaire en cours. Maintenant, la plupart des détails concernant l'opération militaire sont expurgés. Cependant, le jour de l'assassinat de Charlie Kirk, le matin même, avant sa mort, ils ont établi une couleur du jour pour un sitrep qui n'est rien d'autre qu'un rapport de situation militaire. Et la couleur du jour est expurgée dans 40 fichiers différents mentionnant la couleur du jour pour des opérations secrètes. Le jour de l'assassinat de Charlie Kirk est le seul où la couleur du jour est expurgée. Comme je l'ai dit, je me contente d'appliquer le bon sens. J'ai aussi remarqué, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas que le bordeaux. J'avais l'impression qu'il s'organisait par bataillon. Certaines personnes portaient tous des chapeaux blancs. D'autres portaient leurs chaussettes d'une certaine façon. Et je me suis dit que je n'avais jamais vu autant de gens porter leurs chaussettes aussi haut. Et je suis quelqu'un qui aime organiser son garde-manger. Mon garde-manger et ma cuisine, c'est un point fort pour moi. Chaque jour, j'y vais. C'est tellement bien rangé. J'organise mes épices, d'accord? J'ai dû acheter une étiqueteuse, genre une machine à étiquettes. Comme ça, je pouvais organiser mes épices. Pour les passionnés d'organisation comme nous, penser à une opération militaire semblait évident. Je reconnais l'ordre même dans le chaos apparent. C'est ce qui arrivait ce jour-là. Mon dossier sur les chapeaux blancs montre que tout ce qui s'y passait était très clair. Maintenant, qui sait? Il a dit qu'il parcourait les dossiers du DOJ. Qui sait si cette référence particulière concernait? Ça pourrait concerner n'importe quel nombre de choses. Des opérations militaires le disent et il pourrait
couvrir cela parce qu'il y avait peut-être une autre opération du FBI et une opération militaire qui se déroulait, je ne sais pas, au Canada ou à l'étranger, peu importe, et les gens pourraient remarquer que beaucoup de personnes portaient du vert, alors peut-être que c'est pour ça qu'ils essaient de le cacher. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les Maroons, les gars en Bordeaux, étaient impliqués d'une manière ou d'une autre. Ça me paraît assez évident qu'il y avait une certaine coordination. Aussi, ils étaient tous seuls, ce qui était étrange. De plus, quiconque portait du Bordeaux voulait aller à cet événement seul. Ils n'avaient aucun pote avec eux. Donc, voilà. Bref, passons à la suite. Après l'épisode d'hier concernant les photogates, Turning Point a publié un communiqué à ce sujet. La photo de mariage, qui était curieusement là quand Charlie animait sa dernière émission et qui a soudainement disparu quand Erika parlait à Glenn Beck en décembre. Ils sont toujours paniqués. Ensuite, ils sortent un communiqué idiot. C'est leur habitude, ils ne soufflent jamais et ne se demandent pas si leurs propos ont du sens. Et le problème, c'était qu'Erika disait « c'est la première fois pour moi ». Elle est chez Glenn Beck. La phrase exacte, je crois qu'elle dit, c'est « je ne suis pas venue ici depuis une éternité ». Désolée si je regarde sans cesse vers le bas. C'est une note qu'il a écrite. D'accord, c'est quoi une éternité? On dirait que ça fait très longtemps que tu n'es pas venu dans ce bureau en particulier et tu n'as clairement même pas vu ce bureau. Bref, pour expliquer la photo désormais manquante, ils sont allés voir Newsweek, je crois. Le rédacteur en chef est Josh Hammer. Ils ne peuvent tout simplement pas s'en empêcher. Ils veulent juste avoir l'air coupable dans tout ce qu'ils font. Voici ce qu'ils ont déclaré à Newsweek. Une publication devenue virale en ligne semble montrer qu'Erika Kirk a déplacé ou supprimé une photo d'elle et de Charlie Kirk lors de leur mariage. Eh bien, un tournant. Un porte-parole de l'association a déclaré à Newsweek qu'Erika avait déplacé le livre sur une étagère plus basse lorsque sa fille a demandé à le voir pour pouvoir le tenir et regarder la photo. Il est toujours sur l'étagère du studio. C'est tout simplement placé plus bas, là où sa fille peut le regarder chaque fois qu'elle est là avec sa mère. Oh! Il y a toujours tellement de manipulation émotionnelle, tellement flagrante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'ils auraient dû choisir l'excuse de la défection d'Andrew Colvette. Je pense qu'il est plus fort. J'aime ça, c'est ma préférée. J'ai dit que suivre Andrew Colvette, c'était faire cavalier seul. J'adore son côté rebelle. C'est plus crédible. Certainement. Est-il plus crédible qu'Andrew Colvin ait agi de son propre chef? Parce que j'ai maintenant l'impression que je dois commencer à rendre justice à Gigi. Il n'arrête pas de traîner ce pauvre petit enfant dans tous les alibis possibles. À propos d'Erika Kirk, et je ne vais plus tolérer ça. OK, on traite Gigi comme les mères portoricaines traitent leurs filles. OK, les Latinos, vous savez de quoi je parle. Leurs fils sont irréprochables. Les filles font plein de bêtises. J'ai l'impression que Gigi est trop favorisée ici. Elle se cherche toujours des excuses. Rappelez-vous, elle a viré Charlie. Lee la nuit précédente parce qu'elle faisait de la gymnastique. Oh, Gigi voulait déplacer cette photo à hauteur des yeux, alors ils ont dû la bouger. Gigi voulait aller se promener, donc Erika n'aurait pas pu être dans un fort à Huachuca puisqu'elle était avec Gigi. Laissez Gigi tranquille. Évidemment, cela ne s'est pas produit, parce que ça n'a aucun sens de descendre une photo au niveau du sol dans un studio qui n'est pas occupé par le tout petit. Est-ce la première fois qu'elle voit la photo? Si elle voulait la photo, si elle disait « je veux faire un câlin à la photo », tu la lui donnerais tout simplement. Tu la laisserais la prendre. C'est ton studio à la maison. Tu dirais « oui, sors-la du bureau parce qu'elle ne nous sert plus à rien. Elle n'est plus en arrière-plan. Sors-la du bureau et mets-la dans ta chambre. Tu peux la voir. Elle ne sert à personne. C'est censé être du design. Pourquoi? C'est mon grand-père derrière moi. C'est une photo de mon grand-père. Pourquoi si Lulu, qui a 3 ans, entrait ici et disait « je veux cette photo ». Pourquoi est-ce que je dirais « d'accord » et la pose par terre là où ma fille ne devrait pas être parce que c'est un studio et pas une salle de jeu? C'est arrête. S'il te plaît, arrête juste. Je veux que Turning Point USA, pour une fois dans leur vie, fasse ce qu'il faut et me paye un forfait mensuel pour les conseiller en relations publiques. Il suffit de dire non, 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 parce que je leur aurais dit, écoutez, voici ce que vous allez faire. Blâmez les femmes de ménage. Blâmez les femmes de ménage inconnues. Vous êtes riches. Vous avez de l'argent. Beaucoup d'argent. On parle de milliards, de la fortune de Pierre. C'est la faute de la femme de ménage, Erika. Quoi? Nous ne l'avions même pas remarqué. Nous venons de faire venir quelqu'un pour faire le ménage.
Je vais renvoyer la femme de ménage. C'est ce que j'aurais fait. Non, personne ne me paie. Personne ne me paie le gros lot. Et même s'ils mentent au sujet de Gigi, nous pouvons maintenant... Je réfute mon soupçon antérieur selon lequel Charlie aurait lui-même déplacé la photo, car il ne l'a pas fait. Il est probable qu'il n'ait pas pu déplacer la photo lui-même. Et la raison pour laquelle ils mentent, c'est parce qu'ils veulent protéger une personne vraiment incroyable. Une personne tellement formidable, tellement spectaculaire, que nous n'osons même pas prononcer son nom sans un adjectif. C'est lui dont on ne doit pas prononcer le nom sans un adjectif. Vous savez de qui je parle. Parce que curieusement, malgré le fait qu'il s'agisse du home studio de Charlie, juste après l'assassinat de Charlie, avant qu'Erika n'entre là-dedans, Mikey avait commencé à faire des interventions médiatiques depuis ce lieu. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Personne ne sait. Que fait-il pour Charlie? Personne ne sait. Comment est-il devenu chef de cabinet? Personne ne sait. Bref, l'une de nos mamans détectives a effectivement trouvé Mikey McCoy, l'incroyable, le merveilleux Mikey, le 8 novembre, en train de donner une interview à Real America's Voice. Et vous pouvez voir, dans le coin, il n'y a pas de photo. D'accord? Il n'y a pas de photo, donc elle avait déjà été déplacée. Donc si Erika voyait vraiment les notes sur son bureau pour la première fois en décembre parce qu'elle n'était pas venue au bureau depuis, soi-disant, une éternité, comme elle l'a dit à Glenn Beck, le merveilleux McCoy ne pouvait pas s'identifier. Lui, il était là. Il était assis au bureau de Charlie. Mais ensuite, en plus de ça, et c'est là qu'on va démonter l'idée que Charlie a déplacé la photo, ils étaient en train de lancer Mikey en grande pompe. Rappelez-vous, je vous l'avais dit. Mickey était censé prendre la relève de Charlie et il le faisait de façon très appuyée et très rapide après l'assassinat de Charlie. Tellement fort et tellement vite qu'un autre enquêteur l'a trouvé le 22 septembre, assis dans le fauteuil de Charlie chez lui. Maintenant, cela ne fait que 11 jours après l'assassinat de Charlie. Et il se trouve aussi que c'est le même jour où Erika était sur cet appel Zoom, disant aux employés de se ressaisir et de retourner travailler. Il y a des ventes de produits dérivés. Il y a des ventes de casquettes. C'est ce que Charlie aurait voulu. Charlie danse au paradis. Mais seulement si vous êtes au travail, en train de travailler dur, il vaut mieux travailler si vous voulez que Charlie danse au paradis. Quand elle a fait tout ce sermon. Ce jour-là précisément, Mickey l'incroyable a partagé un message similaire avec Martha McCollum sur Fox News. Et vous pouvez voir juste à la fin cette petite capture d'écran où Mickey, on voit les photos en arrière-plan. Donc je pense que Mikey s'est un peu emballé. Mickey l'incroyable. Mikey le merveilleux s'est un peu emballé et ça a un peu gâché son ambiance, alors il l'a déplacé. C'est probablement ce qui s'est passé. Il s'est dit, tu sais, je n'arrive pas vraiment à me mettre dans l'ambiance avec celle de Charlie. Il a probablement même mis sa propre photo et ils ont dit, non, trop dur, trop agressif, trop tôt. De toute façon, ça ne nous intéresse pas. Il y a tellement de signaux d'alerte dans cette histoire, on n'a pas besoin de s'attarder sur ceux qui ne le sont peut-être pas. Et ouais, Mikey, je commence à l'apprécier, je crois. Je l'ai dit, quand tu commences à utiliser des adjectifs pour décrire quelqu'un, l'opération psychologique fonctionne. Je ne laisse personne dire du mal de Mickey, l'incroyable. Mickey, le merveilleux. Mikey, le spectaculaire. Non, je soutiens l'incroyable Mikey McCoy. La question maintenant, c'est de savoir s'ils vont continuer à nous manipuler et à nous mentir à propos de Charlie et Erika. Je ressens toujours ça très fortement. Ils se sont disputés le 9. Et aussi, je pense fortement qu'ils vont probablement continuer à nous manipuler, du moins si l'affaire des dossiers Epstein en est une indication, car on nous a tellement manipulés de façon agressive ces 6 derniers mois. Parfois, on en oublie à quel point la manière dont notre gouvernement nous ment de façon routinière est audacieuse, absurde et carrément traumatisante. Concernant les dossiers Epstein, on devrait probablement être dans la rue en train de se révolter. On est probablement mûr pour une révolution ou quelque chose comme ça. C'est tellement grave que, donc les républicains partagent des astuces démocrates. En fait, ça nous rapproche un peu. On déteste tous tellement ces prétendues élites, ces occultistes adorateurs de Baal. Et je ne suis clairement pas un démocrate. En fait, je ne suis même pas républicain. J'ai pris ma retraite de la politique aujourd'hui. Ils ont éliminé Charlie Kirk et nous ont menti à ce sujet. Mais ce représentant démocrate, Jared Moskowitz, a vraiment bien résumé exactement ce que l'administration Trump a fait. Nous a fait subir avec les dossiers Epstein, manipulant ses propres partisans après avoir insisté que, dès le premier jour, ils allaient nous donner l'accès. Ils allaient nous dire la vérité.
Ils allaient être l'administration la plus transparente de tous les temps, brandissant les classeurs. À toi, Jared Moskowitz. Cela fait 12 mois que vous avez donné la première partie des dossiers Epstein aux influenceurs républicains. Vous avez dit que la liste était sur votre bureau et un mémo est sorti disant qu'il n'y avait pas de liste. La phase 2 des classeurs n'a jamais eu lieu. Le président des États-Unis dit que l'affaire Epstein est une supercherie. Il critique sa propre base pour avoir voulu la publication des dossiers. Il a blâmé Barack Obama. Les républicains ont voté contre la publication des dossiers au sein du Rules Committee. Ensuite, ils ont même refusé de retourner au Rules Committee tant qu'ils ne pouvaient pas être protégés de futurs votes sur la publication. Le président Johnson renvoie le Congrès chez lui un jour plus tôt, avant la pause. Ils ont envoyé le vice-procureur général rencontrer Maxwell. Elle dit quelque chose de favorable au président. Miraculeusement, elle est transférée dans un établissement à sécurité minimale. Personne ne peut expliquer pourquoi, miraculeusement, les fuites vers le Wall Street Journal cessent. Nous revenons de la pause. Nous avons la pétition de décharge Massey. Les républicains déposent une règle, une résolution non contraignante, pour tenter de tuer la pétition de décharge Massey. La Maison-Blanche déclare que l'adoption de la pétition de décharge Massey est un acte hostile. Essayant d'empêcher d'obtenir les 218 signatures nécessaires, selon les membres républicains qui l'ont signé, la Maison-Blanche les a amenés dans la Situation Room, vous savez, l'endroit où le président se rend en temps de guerre, promettant des choses comme des crédits ou peut-être même de les affronter lors des primaires. Dans la salle, on dit « Vous étiez là, on a les 218 signatures et on fait adopter la pétition Massey. Vous n'avez pas publié les dossiers, vous y avez été contraint par le Congrès, tous les membres de la Chambre, sauf un, et l'ensemble du Sénat. La raison pour laquelle le président l'a signé, c'est parce qu'il y avait une majorité suffisante pour passer outre un veto. Nous ne sommes d'accord sur rien. Et pourtant, toute la Chambre, sauf un membre, et l'ensemble du Sénat, ont forcé l'administration à publier les dossiers. Kash Patel, sous serment, a déclaré au sénateur Kennedy que le FBI ne détenait aucune preuve crédible qu'Epstein ait fait du trafic de jeunes filles pour qui que ce soit d'autre que lui-même. Nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. D'après les documents, Epstein dirigeait un réseau mondial de trafic sexuel. Des filles de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Russie, de Paris, des agences de mannequins lui envoyèrent des filles. Il avait même une relation avec une colonie de vacances où il préparait des jeunes filles à une table de pique-nique. Ghislaine Maxwell affirme que 29 associés d'Epstein ont conclu des accords secrets avec le ministère de la Justice. Il s'avère qu'il existe une liste. 6 noms sont facilement accessibles si vous les démasquez. Des co-conspirateurs sont nommés, mais nous les avons lorsque vous retirez les caviardages. Maxwell a récemment déclaré à une commission de surveillance de la Chambre qu'elle voulait une grâce pour pouvoir révéler plus de noms. Kash Patel, sous serment, a déclaré que le nom de Trump apparaissait moins de 100 fois dans les dossiers. Nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Le nom de Trump apparaît plus de fois dans les dossiers Epstein que le nom de Dieu dans le livre sur Dieu. Au fait, ceci c'est la Bible de Trump. Pousse-toi, King James. Le nom de Trump apparaît aussi plus de fois dans le dossier Epstein que le nom de Harry Potter dans les 7 livres sur Harry Potter. Lutnick dit qu'en 2008, il est allé chez Epstein et qu'il y avait une table de massage dans le salon, mais Epstein disait qu'il en recevait un tous les jours, que c'était le bon type de massage. Lui et sa femme décident de partir et disent qu'ils ne seront plus jamais dans la même pièce que lui. Howard dit alors « Je suis sûr que tout ce qui concerne Epstein est enregistré en vidéo. C'était le plus grand maître chanteur de tous les temps. » Mais comment Howard saurait-il cela? Mais maintenant, les dossiers sont publics. Et en 2012, nous avons découvert que lui et sa famille étaient sur l'île d'Epstein. Après qu'Epstein ait plaidé coupable à des accusations au niveau de l'État. Je viens de Floride. J'emmène ma famille à Disney World, pas sur l'île d'Epstein. Il y a des documents dans les dossiers qui contredisent l'affirmation du président selon laquelle il aurait expulsé Epstein de son club. Apparemment, le président aurait dit qu'il avait demandé à Epstein de partir. C'est maintenant appuyé, mais cela est contesté, cependant, par des déclarations du directeur du club. Maintenant, Madame la procureure générale, il me reste environ 25 secondes. Donc, parce que je suis curieux et que j'aimerais voir, tournez à la section Jared Moskowitz du classeur. Je suis curieux de voir ce que le personnel a fourni sur l'oppo contre moi. Et comme nous sommes aux Jeux olympiques, je vais lui donner une note. Je veux juste voir à quel point c'est bon. Alors donnez-moi votre meilleur. Donc, tout d'abord, il n'y a rien de drôle à se moquer de la Bible et à brandir une Bible à l'effigie de Trump. C'est ce que vous avez fait. Tu as fait une blague et je la trouve offensant. C'est tout ce que j'ai à dire. Du Bernberg. Honte. Je le veux de chez Bernberg, qui est le meilleur. Qu'est-ce que tu as? C'est tout ce qu'elle avait à lui dire. Honte. Honte. Honte à vous d'avoir dit la vérité sur ce que nous avons fait subir au public,
à nos supporters, à ceux qui croyaient en nous, qui voulaient trouver les réponses, qui nous ont menés jusqu'ici parce que nous voulions voir comment fonctionne le pouvoir. Au lieu de cela, nous protégeons les personnes qui figurent dans les fichiers. Howard Lutnick dirige pratiquement l'administration Trump. Bibi Netanyahu, je veux dire Howard Lutnick, est partout dans le monde avec Jared Kushner. Il n'a fait que protéger ses potes. Et elle te fait honte parce que tu ne l'as pas fait. En réalité, il ne s'est moqué de la Bible d'aucune manière. C'est tout ce qu'elle a. Elle en a un peu plus aussi d'ailleurs, parce que j'imagine qu'elle pensait que ça allait marcher. Et j'apprécie vraiment cette réponse, cette prochaine réponse de Pam Bondi, sa perspective à ce sujet, parce que je pense qu'elle est honnête. Je l'apprécie parce qu'elle est honnête. Écoutez bien. Il parle d'Epstein aujourd'hui. Ça existe depuis l'administration Obama. Cette administration a publié plus de 3 millions de pages de documents, plus de 3 millions, et Donald Trump a signé cette loi pour rendre public tous ces documents. Il est le président le plus transparent de l'histoire du pays, et aucun d'entre eux, n'a demandé à Merrick Garland au cours des 4 dernières années un seul mot à propos de Jeffrey Epstein. N'est-ce pas ironique? Vous savez pourquoi? Parce que Donald Trump, le Dow en ce moment est au-dessus. Le Dow est au-dessus de 50 000 $. Je ne sais pas pourquoi tu ris. Tu es un excellent trader en bourse, d'après ce que j'entends, Raskin. Le Dow est au-dessus de 50 000 en ce moment. Le S&P est presque à 7 000. Et le Nasdaq bat des records. Les 401K et les économies de retraite des Américains explosent. C'est de ça dont nous devrions parler. Nous devrions parler de la sécurité des Américains. Nous devrions parler de ce que le Dow a à voir avec tout ça. C'est ce qu'ils viennent de demander. Vous plaisantez? C'est tout simplement incroyable. C'est aussi incroyable que Mikey McCoy, non? Elle est juste là-bas. Genre, ah, c'est quoi? Qu'il mange de la brioche. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? D'accord. Nous étions coupables. Coupables comme accusés. Ouais, le trafic d'Epstein. C'est tout un réseau. Tout le monde au sommet est un peu un monstre. Ouais, ils ont fait du trafic d'enfants, ils ont fait du mal aux enfants. Il y a tout ce culte de Baal. On vous appelle les goïms, on augmente vos impôts, on rend les choses plus dangereuses, on vous vole. En réalité, l'argent a disparu. Mais avez-vous vérifié vos comptes 401K? Les gars, l'essence a baissé de 10 cents le gallon. Pourquoi vous souciez-vous du mal que nous faisons aux enfants sur les îles? Pourquoi cela te tient-il autant à cœur? Ça va? Voilà ce dont nous devrions parler ici. Gaz. Non, vous pouvez faire le plein d'essence maintenant. Et c'est genre, vous savez, 10 centimes de moins qu'à l'époque d'Obama. Qu'est-ce qui vous prend? De combien de distractions supplémentaires avez-vous besoin pour que nous puissions continuer à adorer Satan? Je ne comprends tout simplement pas. S'il vous plaît, parlons du Tao. Incroyable. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, les gars. Le haut est en bas, le bas est en haut. Comme je l'ai dit, on est à peu près mûr pour une révolution. J'imagine que l'Empire, c'est censé arriver tous les 250 ans avant qu'il ne s'effondre et ne brûle. On dirait bien que c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous recommande de retirer vos enfants de ces écoles. C'est très clair qu'ils sont partout et qu'ils forment une secte militaire. Ce sont des gens dangereux. Vous ne voulez pas avoir affaire à des psychopathes qui ont ce genre de conscience, surtout quand il s'agit de faire du mal à des enfants. Ce qu'ils font vraiment. Elle comprend même pas pourquoi ils se soucient pas du doute. Elle est là, genre, comment ça? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il ne faut surtout pas confier vos enfants à des gens comme ça. Bref, il y a encore tellement de choses que nous allons découvrir, et c'est toujours intéressant à observer. Avec cette même énergie, vont-ils continuer à nous manipuler au sujet d'Erika Kirk? Vont-ils continuer à faire semblant et à la présenter comme une veuve qui n'a jamais rien fait de mal? Une sorte de test de pureté? Comment osez-vous faire ça? Comment osez-vous détruire l'empire de Turning Point USA? Charlie n'était que ça. C'était tout. Il se levait chaque jour pour construire cela. Il n'existait pas en dehors de cela. Comment osez-vous même remettre en question des choses déjà très douteuses? Avez-vous vu le prix de l'essence dernièrement? Vous avez des questions sur le passé d'Erika Kirk? Avez-vous vu le Dow Jones? Avez-vous seulement ouvert votre 401K? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes tous des monstres.
Bref, en parlant de Turning Point USA, j'ai une histoire très drôle à raconter sur la façon dont, apparemment, dans leur volonté de se venger de moi, Alex Clark a exigé que Dylan appelle mes sponsors Paleo Valley, l'un des sponsors de notre émission. Et ce n'est pas nos sponsors qui nous l'ont dit. Nous l'avons appris de personnes qui ont été licenciées de Turning Point USA et à qui on a demandé de choisir entre moi et Alex Clark. Parce que je l'avais critiqué pour s'être habillé avec des bottes et s'être tenu sur le site commémoratif de Charlie pour poser, c'était pourquoi déjà, le Washington Post ou peu importe. J'ai trouvé ça bizarre. Ça ne me semblait pas correct. Et ça l'a contrarié. Et j'ai trouvé ça très drôle. Bref, je pense que c'est vraiment le bon moment pour passer à la pub. Je pense que c'est le moment idéal pour vous parler de Paleo Valley. Quelque chose dont mon équipe et moi avons toujours envie, ce sont leurs bâtonnets de bœuf. Paleo Valley fabrique ses bâtonnets de viande avec du bœuf 100% nourri à l'herbe, provenant de petites fermes américaines régénératrices. Vous pouvez donc être sûr de ce que vous mangez et de ce que vous soutenez. Sans ingrédients indésirables, conservateurs, gluten ou sucre, c'est une énergie pure et nutritive. En déplacement ou au travail, ces bâtonnets protéinés vous boostent sans coup de fatigue. Keto, paléo, carnivore, peu importe. Paleo Valley s'adapte à votre mode de vie, pas l'inverse. Disponible en saveurs audacieuses comme original, jalapeno, érable ou teriyaki. Il y en a pour tous les goûts. Avec 55 millions de bâtonnets vendus, Paleo Valley est soutenu par une garantie de 60 jours. Profitez de 20% sur votre premier achat sur paleovalley.com avec le code CANIS. C'est paleovalley.com, code promo Candice, lors du paiement. Je veux aussi vous rappeler Field of Greens. Beaucoup appréhendent leur bilan annuel par peur du diagnostic. Ce que vous faites avant compte. Pour votre prochain examen, choisissez Field of Greens. Le changement que votre médecin remarquera, satisfait ou remboursé. Désormais, les médecins voient au-delà de votre âge. Ils étudient votre âge biologique, soit l'état de vos cellules et de vos organes. Field of Greens répond à ce besoin. Des médecins choisissent chaque ingrédient pour votre santé vitale et votre poids. Une étude montre que l'ajout de Field of Greens améliore nettement les indicateurs de santé. Field of Greens promet que votre médecin verra la différence ou vous serez remboursé. Une cuillère par jour suffit. Profitez de 20% de réduction avec le code CANDICE sur fieldofgreens.com. C'est fieldofgreens.com, code CANDACE. On dirait qu'Alex Clark et moi, on a du bœuf à régler. Du bœuf Paleo Valley. Qui fait ça? Pourquoi ces gens sont-ils comme ça? Je n'appellerai jamais les sponsors de quelqu'un pour dire « Choisissez-moi à la place de Candace ». Vous ne pouvez avoir que l'un de nous deux. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne m'aient pas dit ça. Respect à Paleo Valley. Ils ne m'ont même pas prévenu. Ça devait être un appel téléphonique très étrange. Bref, de nouveaux produits dérivés sont disponibles sur notre site web. Nous avons également nos lots autographiés. Fais-lui un sandwich et une tarte aux pommes noires de ma part. Nos abonnements ont fusionné. Hors antenne, la semaine prochaine, on continue le club de lecture. Inscrivez-vous vite pour découvrir la Fondation secrète de l'Amérique. Oui, je devrais le lire à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce trou blanc, cet espace complètement vide où je ne me souviens de rien. Table rase. Je ne me souviens plus des titres. C'est bizarre. C'est comme ma kryptonite. Nicolas Hager. Oh, c'est en ligne. Merci. Faites ça la prochaine fois. Nicolas Hager vient tout juste de commencer. Nous allons simplement faire une introduction, puis aborder les 3 premiers chapitres. Très enthousiaste, la véritable histoire des francs-maçons, des puritains et de la bataille pour le nouveau monde. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit, les gars. Toute cette histoire sur la fondation de l'Amérique. Les Britanniques arrivent. Pas vraiment. Désolé de vous l'apprendre. Très bien. Nous allons aborder certains de vos commentaires. Vous allez me manquer. Envoyez vos astuces à candiceowens.com. Évitez les pensées aléatoires ou votre chanson préférée. Notre équipe est très réduite, mais transmettez-nous tout vrai tuyau. Passons à certains de vos commentaires de l'épisode précédent. Je suis désolée, le commentaire le plus populaire du dernier épisode venait d'Alia. Elle a écrit « Je ne sais pas pour les autres, mais si mon mari avait été assassiné et que je n'avais pas dormi à ses côtés la dernière nuit où il était en vie, je serais complètement anéantie. » Oui, mais as-tu pensé aux ventes de produits dérivés? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne? Pourquoi a-t-elle même écrit ce commentaire? C'était un commentaire terrible. Et les t-shirts à vendre? Non, elle n'y a clairement pas pensé dans son commentaire.
Fais mieux. Nous allons lire encore quelques-uns de vos commentaires pour l'épisode d'aujourd'hui. Petit rappel, nous serons absents la semaine prochaine, donc nous ne vous retrouverons que le lundi 23. Commentaire de l'épisode d'aujourd'hui. Jess écrit « Regarde, espérons qu'en 2028, on voit un ticket Owens-Carroll ou Coleman. On peut rêver, Candace. Allez, Max, roi de la crise. Pas Owens, c'est sûr. » Ce ne sera pas Owens. Je pense juste qu'il n'y a rien d'authentique et de vrai à Washington. La raison pour laquelle je m'entends si bien avec ces gens, Carroll et Coleman, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas à Washington. Et ce sont des personnes réelles avec de vraies vies. Je veux dire, Coleman a bien 8 enfants. Je crois qu'il a en fait 8 enfants. Je n'invente rien. Baron Coleman, J, rugissement, Z. 50 écrits. Candice, je ne suis que votre club de lecture et j'achète et je lis les livres que vous suggérez. Je pense que vous devriez ajouter le livre, l'Institut Tavistock. Arrêtez. Oui, je veux lire tous les livres. C'est ça le problème. Je connais déjà Tavistock. Je connais l'histoire des Beatles. Les années 60 étaient une vaste opération psychologique, mais ça suffit. On a commencé par le chaos. Si vous voulez explorer ce côté sombre, je vous suggère de lire ceci ou cela. Si tu m'en parles, je vais plonger dans ce trou noir. J'explore déjà tellement de terriers de lapins. Tu m'as eu. Je vais le lire. Je vois leur manipulation par ingénierie sociale. Et je sais ce qu'était l'Institut Tavistock. Et tout cela est très réel. Tout n'est qu'ingénierie sociale, même nous faire regarder un assassinat. C'est en partie comme ça qu'ils savent ce que nous allons ressentir et comment ils peuvent alors tous nous amener à nous comporter d'une certaine manière. Comme le 11 septembre. On regarde ça, puis on nous dit qu'on est solidaires. On a partagé ce traumatisme. On forme une famille. C'est ce genre de discours d'Erika à Turning Point USA. Nous sommes une famille maintenant. Et ils peuvent simplement manipuler les gens pour qu'ils fassent des choses en se basant sur leurs émotions. Ce sont des émotions brutes à ces moments-là. Donc, c'est une méthodologie éprouvée et fiable. Ensuite, nous avons Connor, Finn écrit « Merci d'avoir sélectionné mon commentaire hier. Skylar faire rire Candace n'avait pas de prix. Vas-y, achète-toi quelque chose de sympa. » Merci pour ça, Connor. Oui, j'essayais juste d'être cool hier. Mary Everett écrit « Quand on a fuité l'info des balles gravées à Stephen Crowder après le 10, était-il un idiot utile ou savait-il qu'il mentait? Je pense qu'il savait. Rappelez-vous qu'après Nashville, il a mystérieusement obtenu le carnet d'une autre tuerie impliquant une personne trans. Tout cela revient toujours à Crowder, comme TMZ qui décroche toujours ses exclus. Et on se demande, OK, comme je l'ai dit, je suis juste là pour reconnaître les schémas. Et je ne pense pas du tout que ce soit un hasard. Je veux glorifier les droits des guides. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, y a-t-il déjà eu une enquête sur un décès dans l'histoire où l'épouse a menti une seule fois sur des détails clés concernant la mort de son mari et encore moins à plusieurs reprises, sans être au minimum considérée comme une personne d'intérêt ou une suspecte? Aucune raison de mentir. Je suis d'accord avec toi. Mais nous, on est l'équipe du bon sens. Et oui, comme je l'ai dit, il est temps qu'il l'emmène pour l'interroger. Il y a tellement de fumée ici, c'est fou. Les histoires évoluent. Leur équipe de com de crise affirme que c'est l'œuvre d'Andrew Colbert. Gigi l'a fait. Pauvre Gigi. Mais que se passe-t-il ici? Et d'ailleurs, pourtant, personne, même pas dans l'équipe de défense de Tyler Robinson, ne devrait être considéré comme le numéro 1. Il prendrait contact avec. Ce serait comme sa boîte de réception, les tuyaux. J'ai les noms, les personnes qui ont dit que cette personne a menti. Voilà où c'était. Non, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont tout simplement pas intéressés. Ils ont trouvé leur coupable. Ils ont trouvé leur coupable, et c'est Tyler Robinson sans la moindre preuve. Ce sont eux qui se fient vraiment à des impressions et à un rêve, si on est honnête. Nous, Flagpole écrit, « Au nom de Jésus, j'ordonne à la vérité d'éclater maintenant. Que nulle défense ne puisse subsister concernant la mort de Charlie à compter de maintenant. Tout le peuple de Dieu dit Amen. » Émilie écrit, « Vous êtes une véritable source d'inspiration. Votre voix et votre message résonnent mondialement. Je vous suis depuis longtemps. Continuez le bon combat. Prière, force et amour d'Irlande. Viens me voir. J'aimerais tant y aller. Mon mari m'a dit, pourquoi les Américains ont-ils une vision aussi romantique de l'Irlande? Je dis, c'est pas. Pareil pour la vision romantique de l'Angleterre. D'où notre mariage. Ça va plus, vous deux? C'est toujours d'actualité? L'Irlande? L'Irlande du Nord? Je ne sais pas. Je ne me mêle pas de ça. J'adore l'Irlande. Natty Nicole écrit, je suis malade. Je croyais déjà connaître toute l'histoire, mais des photos, tu te moques de moi. Bon, quelqu'un expliquera ça en ligne.
un porte-parole contactera Newsweek et dira « Oh, tu sais, Gigi voulait les photos. » Gigi avait besoin, je ne sais pas, elle n'était pas encore là, mais ce sera un truc bizarre à propos de Gigi ou d'Andrew Colbert. Ce sont leurs deux méthodes préférées de nous raconter n'importe quoi, apparemment. Et Dear Libby écrit à mon sujet en me citant « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je sais. » Vraiment, quand je l'ai fait, il était tellement clair. Je me suis assise là et j'ai regardé Baron Coleman. Il était tellement clair. Il a dit « Ne, encore une fois, je vais le redire, ne contactez pas Gillian. » Et j'étais là genre « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Sérieusement? C'est vrai, ma mère a tellement raison. Quand j'étais enfant, j'étais têtue. Je suis vraiment têtue, mec. Et je veux m'améliorer, et je vais m'améliorer quand je reviendrai. » Je rigole. On se retrouve lundi 23.